Bonjour, je m'appelle Raphaël. Je ne suis pas chargé de cours encore, loin de là. Je viens de finir ma maîtrise en aménagement du territoire. Avant ça, j'ai fait un bac. Avant ça, j'ai fait un bac en architecture. Et au courant de ces deux programmes-là, je suis allé étudier en France et au Danemark. Ça m'a permis d'avoir une approche assez proche de l'environnement bâti, disons, en France et au Danemark. Donc aujourd'hui, je vous présente les résultats de mon essai de maîtrise. Donc moi, dans mon essai de maîtrise, je me questionnais un peu à savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant d'outils du développement durable, au Québec, mais en général aussi, puisqu'on a tendance à tous regrouper ces outils-là sous le thème d'outils de développement durable, mais on s'imagine qu'ils ne sont pas tous les mêmes et qu'ils n'arrivent pas aux mêmes résultats. Donc, dans le fond, c'est de savoir un peu c'est quoi la portée réelle de chaque outil, quel est l'intérêt pour les acteurs du développement, puis comment réussir à distinguer les outils pour savoir lequel choisir dans un milieu comme une municipalité. Donc, pour répondre à ça, je suis un peu allé voir les documents officiels de l'ONU pour savoir c'est quoi en fait les principes forts du développement durable. Puis je suis allé voir les articles scientifiques pour savoir c'est quoi les critiques qu'on fait actuellement des différents outils. Puis enfin, je suis allé faire des entretiens avec des professionnels de l'urbanisme à Québec et à Montréal, dans le privé comme dans le public. Puis tous ces trois processus-là m'ont amené à créer une grille d'analyse qui m'a permis d'étudier 7 outils qu'on a choisis. Donc là, je vais juste vous faire un petit topo des principes qu'on a retenus en lisant les documents officiels. C'est-à-dire que, en fait, l'équité, c'est une des bases fondamentales du développement durable, mais équité de quoi? Équité entre les générations, comme vous le savez bien. Donc ça, ça amène surtout le concept des limites environnementales. Comment est-ce qu'on utilise les ressources pour s'assurer qu'il en reste pour les années à venir. Puis le deuxième concept vraiment important, c'est les besoins fondamentaux des plus démunis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les gens les plus pauvres dans les quartiers. Par rapport à des phénomènes comme la gentrification ou la mixité sociale, comment est-ce que ça s'opérationnalise, comment est-ce que ça arrive dans la vraie vie. Ensuite, un autre principe important qu'on avait, c'était l'information, la sensibilisation, la participation du public. Je pense qu'à l'Abbé Saint-Paul, vous l'avez compris. Et ensuite, il y avait aussi la coopération, pas seulement avec la communauté, mais aussi avec les gouvernements, les ONG, les OBNL, les scientifiques, puis l'industrie. Le dernier critère qu'on a retenu, c'était que les gouvernements avaient à se montrer redevables en fonction du développement des quartiers. Puis ensuite, quand on est allé voir ce que disaient les articles scientifiques, on s'est rendu compte que la majorité des chercheurs se questionnaient par rapport à l'aspect promotionnel de différents outils, qui cherchent plus à aller chercher une image que autre chose. Ensuite, il y avait aussi, c'est quoi la transparence de cet outil-là par rapport aux différents acteurs du monde de l'urbanisme. Et puis, dernier point important rapporté par la science, disons, c'était quel rapport ils entretiennent avec les différents fondements du développement durable que je vous ai démontré juste la page précédente. Et donc, dans le fond, avec cette grille de questions de critiques et de principes du développement durable, on
on a formé notre grille, puis on a essayé de répondre à certaines questions, soit la proximité avec les composants du développement durable, la place qu'on réserve aux communautés, puis c'est quoi les visées de l'outil, puis c'est quoi les motivations des acteurs qui utilisent ces outils-là. Donc, comment est-ce que les outils prennent en compte les fondements du développement durable? On s'est rendu compte que pour ce qui est des limites environnementales, il y avait certains groupes d'outils qui étaient très techniques et qui favorisaient des logiques plus près du domaine de la construction. Des outils comme LEED, aménagement des quartiers, ou c'est le DGNB qui est un outil européen. Donc ces outils se démarquaient parce qu'ils ont une facilité à aller résoudre des problèmes très techniques près du génie. Ensuite, quand il était question de répondre aux besoins humains, on se rendait compte qu'il y avait un autre groupe d'outils qui étaient des outils qui sont plus ancrés dans le local ou encore le national, qui avaient plus de facilité à s'ancrer dans les politiques ou dans les programmes sociaux en place. Ainsi que un autre groupe d'outils qui favorisait la coopération entre la communauté locale et les gouvernements et l'industrie de la construction. Par cette coopération-là, en fait, on s'assurait d'amener le point de vue de différents groupes de la société, puis c'est ce qui favorise la prise en compte des besoins humains. Un exemple, c'est le projet Vital Signs de Baltimore, où est-ce qu'ils ont développé une série d'indicateurs avec les citoyens qui suivent dans le temps depuis déjà 10 ans, je crois. Puis ça permet à ce que tout le monde soit au courant de qu'est-ce qui avance pas. Un peu comme à Baie-Saint-Paul, vous avez vos indicateurs à savoir qu'est-ce qui a avancé dans l'agenda 21. Ensuite, quelle place au lien avec la communauté locale? En allant voir nos différents outils, on s'est rendu compte qu'il y avait certains outils, lorsqu'ils étaient mis en place par les gouvernements ou créés par les gouvernements, qui facilitaient non, je me trompe. En fait, il y avait certains outils qui étaient plus voués à diffuser de l'information, comme des publications ou des pamphlets où est-ce qu'on va seulement diffuser de l'information dans un seul sens. Comme le guide Objectif Écoquartier de Vivre en ville. Il y a un autre groupe d'outils qui était plus voué à faire un dialogue de longue durée avec les différents acteurs, comme l'outil de Baltimore que je viens de vous parler, ce qui facilite un échange entre les différents groupes d'acteurs. Et donc là, on a un échange dans le temps qui se poursuit versus les publications qui sont vraiment dans un espace court dans le temps. On remet une publication puis ça s'arrête là. Donc on n'a pas engendré une discussion à long terme avec les citoyens qui sont ou les industries. Par contre, il y a un troisième groupe qui se dissociait par rapport au lien avec la communauté, c'était les groupes qui réussissent à construire une innovation bâtie. Donc, eux, dans le fond, ne réussissent pas nécessairement à créer une coopération de longue durée, mais ils amènent un projet très innovant directement dans la ville. Puis un coup que c'est fait, ça s'arrête. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être des outils vraiment techniques comme LEED ou des GNB que j'ai marqué ici. Ensuite, comment est-ce que les gouvernements se montrent redevables, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils font leur part pour s'assurer qu'on fait un développement durable du quartier. Il y a dans le fond, ils peuvent soit être figure de leader, puis mettre en place un outil comme on l'a fait ici à Baie-Saint-Paul,
ou encore développer leurs propres outils, comme la France le fait avec la démarche de labellisation écoquartier. Dans ce cas-là, c'est certain qu'ils font leur maximum pour pousser de l'avant le développement durable. Un autre cas où est-ce que les gouvernements ne veulent pas nécessairement ou ne sont pas intéressés à développer un outil ou à le mettre en place, ils peuvent participer à tout le moins en partageant de l'information. Comme le projet VitalSign de Baltimore, le gouvernement ne l'a pas mis en place, mais à tout le moins, ils partagent toute l'information qu'ils peuvent avec le groupe de VitalSign. Et donc, à tout le moins, ils transmettent de l'information. Puis, une dernière position que peuvent avoir les gouvernements par rapport au développement durable des quartiers, c'est de se déresponsabiliser, puis d'aller en fait porter d'aller porter la responsabilité sur des acteurs privés. Donc là, ils ne prennent pas vraiment part. C'est ce qui arrive souvent avec quand on emploie LEED, par exemple. Puisque tout le processus d'évaluation va être fait derrière des portes closes. Donc, le fonctionnement du système n'est pas vraiment partagé avec l'ensemble de la population, puis la population n'est pas au courant. Puis, tout ce qu'on a à la fin, c'est un label, donc LEED or, argent, bronze. Qu'est-ce que ça dit? Personne ne sait vraiment. Sauf que quelqu'un a dit que c'était un projet durable. Donc, au final, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 grands types de familles d'outils qui se répartissaient dans toute cette variété d'outils qu'on trouve actuellement dans le développement durable. Les outils qui sont vraiment voués au renseignement, donc comme les publications, qui sont arrêtées dans le temps, mais qui permettent à tout le moins de démontrer les possibles, qu'est-ce qu'on peut faire, ou influencer les personnes à qui ces publications se dédient. Ensuite, il y avait une deuxième famille qui est vraiment les outils qui sont d'évaluation coopérative et ouverte que j'ai marqué. C'est-à-dire que tout le monde est au courant du processus. Souvent, ils vont l'avoir choisi ensemble. Ça permet d'initier un réel changement, justement parce que c'est un processus très transparent, puis tout le monde est au courant des principes qu'on a mis en place pour le développement durable des quartiers. C'est un peu le cas à Baie-Saint-Paul avec l'Agenda 21. Toute la communauté est au courant. Ça permet à faire avancer les choses plus vite parce que tout le monde est informé. Finalement, il y a un troisième groupe d'outils qui étaient les outils de certification, comme LEED d'aménagement des quartiers. Dans ce cas-là, on trouve que c'est surtout des outils qui sont là pour le marketing. Ils permettent de promouvoir une image de marque, de s'associer au mouvement du développement durable. Dans le fond, ça a permis à l'industrie de la construction de mettre en place une coopération, mais qui peut rester assez fermée entre les acteurs. Donc, c'est les architectes, c'est l'entrepreneur, le promoteur, les urbanistes, mais la place qui est faite à la communauté est assez minime dans ces cas-là. Mais tout de même, ça a permis à plusieurs promoteurs d'entrer dans le développement durable, puis de léguer des bâtiments plus souvent techniques, du côté environnemental que social, mais des bâtiments des quartiers très avancés d'un point de vue environnemental. Donc, par rapport à toute cette variété d'outils-là, comment est-ce que les municipalités peuvent choisir?
Et puis, qu'est-ce que ben, on se rend compte en fait que même s'il y a un nombre important d'outils, ça reste comme une variété de leviers. Donc, est-ce que ça dépend de ce que la municipalité veut faire? Est-ce qu'elle veut seulement aller informer pour allumer les esprits de sa population? Dans ce cas-là, elle peut aller chercher un outil qui est plus sur un outil d'information. Est-ce qu'elle veut vraiment développer une coopération avec tous ses citoyens à long terme? Ben, si c'est le cas, elle peut utiliser un outil de coopération ou d'évaluation de longue durée. Ou est-ce qu'elle recherche de l'investissement en promouvant une espèce d'image de marque durable? Dans ce cas-là, peut-être qu'elle va plus se tourner vers des outils comme LEED ou DGNB. Mais certains cas du Danemark prouvent que c'est pas parce qu'une municipalité décide de certifier un nouveau quartier LEED que ça va amener de l'investissement. Souvent, les promoteurs vont être intéressés à s'associer à l'image, mais quand il est temps de remplir toutes les exigences pour avoir la certification, dans certains cas, ça les décourage d'investir. Puis, on peut regarder certains quartiers en Allemagne où est-ce que ça a été un processus d'autoconstruction qui ont aussi bien marché que des processus où on a utilisé la certification. Puis, en plus, ça répondait exactement aux besoins de la population, puisque c'est elle qui avait amené les quartiers à se bâtir. Donc, ça fait le tour de mes résultats